Passons donc plus de temps sur le circuit de décharge de batterie pour pouvoir commander les pièces électroniques requises. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Dans la vidéo précédente, numéro 2, nous avons détaillé les objectifs qu'on voulait atteindre dans le développement du projet PIC de charge fictive en courant continu. Il est maintenant temps de passer plus de temps sur le circuit de décharge en tant que tel. Lorsqu'on aura totalement compris comment le tout fonctionne, on sera en mesure de se procurer les bonnes pièces électroniques et d'essayer notre circuit. Analysons donc le circuit au tableau blanc. Bon, alors on va commencer par regarder le fonctionnement du circuit de décharge, la configuration, parce qu'il y a des petits changements qu'on va devoir faire. Bon, d'abord, on sait qu'on veut décharger une batterie. Le chemin de décharge, c'est évidemment à travers le transistor MOSFET et la résistance ici. Et la somme des deux résistances va déterminer le courant qui va passer, puisque la masse et la masse sont connectées ensemble. Donc, ce MOSFET agit comme une résistance variable. C'est la beauté d'un MOSFET, une belle résistance variable qui est fonction de la tension appliquée sur la porte, en anglais gate. Ici, on a la source et le drain. Alors, la tension appliquée ici, différentielle entre ces deux points-là, va déterminer la résistance, ou si vous voulez, la conduction de ce transistor-là. Donc, le circuit, si on veut un courant, par exemple, de, disons 1 ampère pour simplifier les choses, le circuit va ajuster la tension sur la porte, ici, en l'augmentant tranquillement jusqu'à ce que le pic mesure un courant de 1 ampère. Il y aura ici un chemin de retour, tout simplement, vers le pic. Ça sera un ADC. D'accord? Et donc, le pic va augmenter la tension ici jusqu'à ce que le courant d'un ampère soit établi. Maintenant, ça amène un petit défi. Je vous ai dit que entre la porte et la source, la tension ici détermine la résistance entre le drain et la source. Okay? C'est vraiment une porte contrôlée par la porte. Donc, c'est vraiment un canal contrôlé par la porte. Le problème qu'on a ici avec une configuration comme celle-ci, c'est que la tension ici va varier tout le temps, en fonction du courant, évidemment. Donc, pendant qu'on essaie d'ajuster ici, la tension ici va augmenter au fur et à mesure. Donc, pour établir une tension suffisante pour faire passer le courant ici, il va falloir que cette tension-là monte quand même pas mal pour aller chercher le courant. Elle va monter même beaucoup trop. On sera incapable d'établir avec un PWM dont la sortie est entre 0 et 5 volts, puisque c'est l'alimentation de notre pic, entre 0 et presque 5 volts. On ne pourra pas établir le courant parce que cette tension ici varie constamment et donc il va falloir monter. Plus on va monter, plus ce point ici va monter. Parce que par la loi d'Ohm, évidemment, plus il y a du courant, plus il y a une chute de tension au bord de la résistance. Donc, ça va être pratiquement impossible à gérer avec un 0 à 5 volts. Alors, ce que je vais faire, je vais inverser ces deux pièces. Je le fais tout de suite. Bon, voilà. Là, j'ai mis la résistance en haut et le MOSFET en bas. Là, ça va nous permettre d'établir une tension fixe par rapport à la masse, donc une tension GS, VGS, qui va être contrôlable absolument entre 0 et 5 volts, parce qu'en général, c'est 2 à 3 volts maximum qu'on a besoin de VGS pour ouvrir le canal complètement, donc mettre la résistance minimum sur le transistor. Alors là, on va pouvoir définitivement mesurer, ou si vous voulez, mettre un courant et mesurer le courant. Comment est-ce qu'on va le mesurer? Eh bien, évidemment, on va avoir besoin de 2 points par contre. C'est le prix à payer. On va mesurer ici et on va mesurer ici. Et on va faire la différence des deux tensions
pour établir la tension aux bornes de la résistance. Et connaissant la résistance, on va être capable de savoir quel courant circule. Donc, on va ajuster la tension ici, on va la monter jusqu'à ce qu'on mesure un courant d'1 ampère, qui va correspondre à 1 volt de différence entre les deux, mesuré sur les deux ADC. Alors voilà, ça c'est la façon qu'on va opérer. C'est très simplifié. Je vous expliquerai un peu plus tard comment on va faire pour produire une tension DC à partir du modulateur d'impulsion ici. Alors ça, c'est, comme je vous dis, c'est la façon qu'on va s'y prendre. Et maintenant qu'on a pas mal déterminé la séquence des choses, ici, l'ordre, là, on va réfléchir sur la valeur de la résistance. D'abord, le MOSFET peut descendre extrêmement bas en tension. Si on regarde la feuille descriptive, on s'aperçoit que c'est moins que 1/10 d'ohm qu'on est possible d'atteindre lorsque pleinement saturé. Donc, on parle de 0,04 ohm ou 0,04 ohm, donc c'est pratiquement négligeable dans l'équation. Donc, on peut avoir un courant très grand qui va passer ici, en fait, essentiellement comme si c'était un court-circuit. Alors, si on avait dit I égale 3 ampères, admettons qu'on veut le fameux 3 ampères qu'on s'était déterminé comme maximum dans la vidéo précédente, qu'est-ce qui va y arriver? On va produire ici 3 volts de chute avec une résistance d'1 ohm, V égale RI, R égale 1, I égale 3, R fois I, 3 volts. Donc, il y aura une chute de 3 volts ici. D'accord? Moins 3 volts en descente sur la résistance. Pour une batterie de 12 volts, mettons ça simple, là, 12 volts, il nous reste 9 volts ici, entre le drain et la source, et donc la masse. 9 volts avec un courant de 3 ampères, puisque c'est le même courant qui passe ici, il y a 0 courant qui va passer ici, pour fin de simplification. 9 volts, 3 ampères, ça donne quoi comme courant? P égale V fois I, donc 3 fois 9, 27 watts. Ouch! C'est beaucoup de puissance à dissiper. Donc, ça se fait. C'est un transistor de plus de 40 watts, mais dans les conditions idéales. Je trouve que c'est beaucoup trop d'énergie à dissiper sur un seul transistor de TO220. Alors, ce que je propose, c'est d'aller plutôt ici avec 2 ohms. En y allant avec 2 ohms, là, on peut vraiment changer notre équation. Toujours un courant de 3 ampères, mais la chute ici ne sera plus de moins 3, ça va être moins 6, puisqu'on a doublé la résistance, moins 6 volts. Il restera donc 6 volts ici. OK? P égale VI, encore une fois. Qu'est-ce qu'on va dissiper? 6 fois 3, 18. 18 watts. Déjà, c'est pas mal mieux. Pas mal mieux comme énergie à dissiper pour un transistor de maximum 40 watts. 18 watts, on est à la moitié de sa capacité, avec un courant, avec un bon dissipateur de chaleur, c'est bien raisonnable. On aura évidemment un autre 18 watts à dissiper sur la résistance. C'est le prix à payer. On a augmenté la puissance à dissiper ici, parce que 12 volts, 3 ampères, ça fait 36 watts. Donc 18 ici, 18 ici. Alors ça va nous prendre une résistance de puissance ici, au total de 2 ohms. C'est beaucoup, mais quand même. Alors, le prix, s'il y a un prix à payer, il faudra voir lorsqu'on, par exemple, on dit un courant de 100 mA, quelle sorte de chute de tension va se développer ici versus ici, et donc voir si on est capable d'aller toute la gamme dynamique qu'on cherchait, 0 ou 100 mA à 3 ampères, pour des batteries de X volts jusqu'à Y volts. On pourra dire peut-être que 12 volts, ce sera la batterie maximale qu'on peut supporter. Donc, on voit ici que ce genre de choix de résistance et de MOSFET va nous limiter dans un sens ou dans l'autre. Bon, peut-être qu'on dira que 18 watts dans une résistance, c'est trop. C'est trop, ça devient trop chaud. Mais remarquez qu'il y aura, en théorie, il n'y a aucun problème avec des résistances de grosseur suffisante à dissiper 18 watts. C'est chaud, on peut se brûler si on se met le bras dessus ou le doigt dessus, mais c'est pas catastrophique, là. Je vais vous donner un exemple. Le transistor ici, et dans la feuille descriptive, montre qu'il peut fonctionner jusqu'à une jonction de 175 degrés Celsius.
Donc, c'est chaud, ça, mes amis. Ça va faire bouillir de l'eau. Alors, c'est sûr que même avec un dissipateur de chaleur, on pourrait rapprocher le 80-90 Celsius, puis ça serait encore bien correct. C'est très, très chaud, par contre. Mais il faut comprendre qu'on doit la dissiper, cette énergie-là. Bon, si on trouve que c'est trop chaud, on peut dire limite de 2 ampères plutôt que 3, par exemple. On pourrait dire 2 ampères, c'est raisonnable. Pour une batterie, pour les batteries qu'on utilise couramment, une décharge de 2 ampères à quelques heures, on va avoir drainé la batterie de 7, 8, 10, 12 ampères heure. Donc, 2 ampères, c'est peut-être raisonnable. Ben, on va couper à ce moment-là, on va avoir 12 watts seulement. Alors, c'est quand même peut-être plus raisonnable. 12 watts ici, 12 watts ici. On parle de 6 volts ici, donc, et 6 volts ici. Moins 6 volts pour un total de 12 volts sur la batterie. Donc ça, c'est une autre possibilité. Dire peut-être que 3, on pousse peut-être un peu fort compte tenu de ce qu'on veut faire sur un établi. Il faudrait peut-être utiliser un transistor d'un boîtier genre TO3, beaucoup plus gros, avec un immense dissipateur de chaleur. L'idée ici du projet, c'est de démontrer comment construire. Et peut-être qu'on se contentera de 2 ampères une fois qu'on se sera brûlé une couple de fois sur le dissipateur de chaleur. On pourrait bâtir quelque chose de plus gros et ça fonctionnerait tout aussi bien avec le même microcontrôleur, avec peut-être un transistor plus gros d'un boîtier différent. Mais le principe serait exactement le même. Alors, on veut atteindre le principe ici, c'est de faire fonctionner une charge fictive. Alors, peut-être qu'on dira 2 ampères, c'est raisonnable pour décharger une batterie. Alors ça, c'est les limitations avec lesquelles on doit négocier constamment lorsqu'on fait une conception. Est-ce qu'on rencontre les objectifs initiaux? Oui, non. Est-ce qu'on a vraiment besoin de les rencontrer? Est-ce qu'on peut réviser ces objectifs-là? Dans ce cas-ci, peut-être qu'on révisera 2 ampères. L'autre aspect que j'aimerais couvrir, c'est le convertisseur analogique numérique. Bon, on devine bien ici que l'entrée sera aussi limitée à moins que 5 volts, puisque c'est une alimentation 5 volts sur le pic. Alors, on regardera tout ça un petit peu plus en détail du côté comment fonctionne l'ADC. Mais clairement ici, on va devoir, pas tant ici, mais en tout cas, clairement ici, on va devoir mettre un diviseur de tension. Donc, on va définitivement ouvrir ici. Et on va se dessiner un diviseur de tension fait de 2 résistances, comme ça, qui va nous ramener une tension dans une zone 0 à, mettons, 3 volts, là, pour dire, mettons, 0 à 12 volts. Donc, un rapport de 1 à 4 sur le diviseur de tension. Et donc, on fera la même chose ici, probablement. Un même rapport, comme ça, avec résistance, pour se créer 0 à 3 volts ici aussi. Donc, ce sera la façon de s'assurer qu'on ne va pas trop loin pour la gamme de fonctionnement des entrées d'ADC. Alors, regardons maintenant le fonctionnement du modulateur de largeur d'impulsion. C'est un modulateur d'impulsion dont l'amplitude est constante. C'est habituellement de 0 à 5 volts. On n'a pas le contrôle là-dessus. Mais on contrôle par contre le cycle de service, donc en anglais duty cycle, en français cycle de service, entre 0 ou à toute fin pratique et 99% ou 100% si vous voulez. Alors, en produisant une onde carrée dont le cycle de service est seulement de 20%, donc 20% du temps, l'onde se trouve au niveau haut et 80% se trouve au niveau du bas, et ainsi de suite. Bien, on va produire évidemment une tension CC qui va être plus basse. À la limite, on aurait 0. Si l'impulsion est pratiquement nulle en largeur, on aura 0 volts. Et évidemment, à 50%, on a une belle onde carrée. Et 95 ou 99%, on serait presque totalement en haut. Donc, on produirait une tension très proche du 5 volts. Alors, on peut se servir de cette impulsion-là pour charger un condensateur. Et c'est ça qui va nous produire une tension CC. Je retourne au dessin précédent. Voilà. C'est exactement ce qu'on fait ici. On prend notre modulateur impulsion, on met une résistance ici pour isoler le modulateur d'impulsion, donc pour ne pas faire trop forcer, d'une part, le modulateur d'impulsion, et aussi pour permettre la charge sans que ça se décharge à travers le modulateur d'impulsion lorsque le signal va au niveau bas. Donc, on va accumuler une charge en courant continu ici sur une porte gate de MOSFET courant 0. Donc, ici, on pourra charger un condensateur et donc produire une tension en courant continu. Ceci dit, on va quand même rajouter une résistance de décharge ici
parce que comme ici l'impédance est extrêmement élevée, ou la résistance si vous voulez, du transistor, alors on veut évidemment, lorsqu'on coupe le PWM, on veut que tout ça se décharge, et on veut aussi, même quand le circuit s'éteint, on veut un chemin direct pour ramener ça à zéro, pour protéger notre transistor et ne pas qu'il conduise, même juste en le regardant des yeux. Mais je vous jure que juste toucher, c'est suffisant pour faire conduire un transistor comme celui-là. Donc, on va s'assurer de mettre une résistance ici. Alors, c'est comme ça qu'on va produire notre circuit, produire notre tension en courant continu à partir du modulateur d'impulsion. Tant que le modulateur d'impulsion va fonctionner, on va pouvoir maintenir une tension. En ajustant le cycle de service, on va pouvoir faire varier la tension. Un modulateur d'impulsion fonctionne de façon autonome. Une fois qu'on a configuré les quelques registres et on lui dit de s'activer, il va envoyer l'onde carrée dans le cycle de service qu'on a mis de façon perpétuelle. Donc, on peut produire une tension courant continu constante. Alors, regardons un petit peu plus en détail le convertisseur analogique numérique. Le convertisseur analogique numérique fonctionne avec une fenêtre. C'est-à-dire que pendant un certain laps de temps, le circuit de conversion se charge jusqu'à la tension qui est appliquée. Donc, il y a un certain courant qui circule ici. Évidemment, il y a une certaine capacitance interne, une capacité qui doit être chargée. Ce n'est pas zéro. Donc, il faut fournir un certain courant ici. Et j'y vais de mémoire, ce sera à revérifier, mais on ne peut pas mettre des résistances de plus que quelques kilo-ohms de résistance ici. Sinon, on ne pourra pas produire un courant suffisant pour charger l'ADC à la valeur de la tension. Alors, ce qu'on doit faire, c'est rajouter un étage tampon, évidemment, avec un ampli opérationnel, si on veut s'assurer que la tension qu'on lit est bel et bien la tension qui est ici. Alors, on va vérifier ensemble, on l'essaiera pour voir si on peut mettre ici un circuit qui va fonctionner avec une lecture assez précise, ou s'il faut absolument rajouter un ampli opérationnel tampon ici, entrée négative, entrée positive, qui sera alimenté sur le 5 volts, bien sûr, et la masse ici. Est-ce qu'il faut mettre cet étage ici, en assumant bien sûr que la tension ici serait entre 0 et 3 à 4 volts maximum, donc compatible avec l'entrée du convertisseur? On pourrait faire ça comme ça. Ça serait un étage tampon, et comme on a deux entrées, on pourrait mettre un double ampli opérationnel dans un seul boîtier. C'est quelque chose qu'on pourrait faire. On va peut-être vraisemblablement devoir le faire si on veut limiter le courant qui passe ici. Ça serait l'autre avantage de mettre l'ampli, c'est que le courant ici va être à toute fin pratique zéro. Le courant sera zéro, tout simplement parce que on pourra mettre des valeurs ici très élevées de résistance et donc, comparativement au courant de décharge, ça sera négligeable. Autant ici que ici sur l'autre branche. Alors, c'est quelque chose à essayer. OK, regardons maintenant les pièces que je propose d'utiliser pour le circuit. D'abord, la résistance. La série MP930 de Cadoc. Il y a des résistances de 2 ohms, 25 watts ou 30 watts. Elle n'est pas donnée, c'est 1% de tolérance. On parle de 7 $. C'est une résistance en TO220. Alors ça, c'est la pièce la plus dispendieuse de tout le circuit. C'est une très belle résistance par contre. Moi, pour un circuit comme ça, monté sur un dissipateur de chaleur, je suis prêt à mettre le prix versus utiliser des résistances de puissance qui vont être à l'air libre. Ensuite, pour le MOSFET, le transistor, je propose le IRL 2703. L'IRL 2703 est un type de canal N, TO220 aussi, on pourrait partager le même dissipateur de chaleur, maximum dissipation de 45 watts, maximum courant 24 ampères, 2,50. Fonctionne très bien avec une tension de 0 à 3 volts ici sur la porte. Donc, pour le microcontrôleur, je propose la série PIC18, le PIC18F1220. C'est un PIC de 18 broches. Fonctionne très bien. Il y a notre modulateur, il y a nos entrées ADC, il y a aussi un UART, il y a tout ce qu'il nous faut pour faire ce qu'on veut. Ça vaut environ 3 ou 4 $ si je ne m'abuse. Ensuite, pour l'ampli opérationnel, on va essayer sans ampli, mais je vais quand même m'assurer d'en avoir. Je propose le LM6132, qui est un ampli opérationnel donc double dans le même boîtier, qui est un boîtier de 8 broches.
et qui fonctionne d'un rail à l'autre, d'une alimentation à l'autre, donc autant à l'entrée qu'à la sortie. Ça veut donc dire qu'on peut amener la tension ici jusqu'à 5 volts ou à peu près jusqu'à 0 et la sortie va aller presque jusqu'à 5 et presque jusqu'à 0, ce qui n'est pas le cas d'amplis opérationnels plus communs, comme par exemple le LM741 ou le TL082 ou 084 ou le TL074. Alors cet ampli-op-là nous permet d'aller chercher la gamme dynamique complète de 0 à 5 volts qui va être l'alimentation de notre circuit. Pour les autres pièces, c'est des pièces des petits bonbons qu'on va trouver dans notre boîte récupération ou sur des plaquettes déjà existantes. Donc, j'ai investi 0 $ là-dedans. Ce sera évidemment des petites résistances, un condensateur électrolytique de peu de valeur. Donc, ça, c'est l'essentiel des dépenses qu'on aura à faire pour faire fonctionner ce circuit. Il va peut-être y avoir d'autres choses au fur et à mesure qu'on va découvrir, mais moi, je dois placer une commande pour ces pièces. Et donc, il fallait que je me décide déjà. Et ça nous donne une idée du coût du montage. Je n'ai pas inclus le prix des dissipateurs du ou des dissipateurs de chaleur. Ici, on doit mettre un ventilateur et tralala. Ça dépend beaucoup de l'usager, si on veut faire dans un beau boîtier ou pas, et ainsi de suite. Mais en tout cas, pour le fonctionnement de base, c'est ce qu'on aura besoin. Bien. Moi, je dois commander certaines pièces électroniques par la poste. Lorsque j'aurai tout en main, je vais assembler ce circuit de décharge, c'est-à-dire résistance et MOSFET, sur une plaquette prototype et je vais faire fonctionner le circuit de façon statique avec une tension courant continu venant d'un bloc d'alimentation. Donc, restez à l'écoute, merci de me suivre et à la prochaine!